Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité internationale. À la une d'aujourd'hui, l'Ukraine frappée par la plus vaste attaque aérienne russe depuis le début de la guerre. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Russie pour de multiples violations en Ukraine. Donald Trump convie 5 chefs d'État africains à Washington pour un sommet stratégique. La Bulgarie intègre officiellement la zone euro à partir de janvier 2026. Et en Europe, le Rassemblement national est visé par une nouvelle enquête du parquet européen. L'Ukraine a été la cible dans la nuit du 8 juillet 2025 de la plus vaste attaque aérienne enregistrée depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Selon l'état-major de l'armée de l'air ukrainienne, 728 drones d'attaque de type Shahed et 13 missiles ont été lancés contre le territoire ukrainien. Plusieurs régions ont été visées, notamment l'ouest du pays et la ville de Lutsk, proche de la frontière polonaise. Des explosions ont été signalées dans au moins 10 oblasts, dont Kiev, Zhytomyr, Ternopil et Ivano-Frankivsk. À Lutsk, les autorités évoquent des frappes sur des dépôts militaires et des infrastructures logistiques. Cette opération de grande ampleur visait à saturer les systèmes de défense ukrainiens en combinant drones d'attaque et leurres électroniques. L'armée de l'air indique avoir intercepté 718 drones et 7 missiles. Grâce à ces systèmes sol-air et à l'utilisation de brouilleurs électroniques, qui ont neutralisé environ 415 drones. Ces performances sont en partie attribuées aux technologies développées localement, dont les nouveaux drones intercepteurs ukrainiens. Quelques heures après l'attaque nocturne, d'autres frappes ont été menées par la Russie. Dans le village de Rodinske, situé dans l'oblast de Donetsk, 5 personnes ont été tuées lorsqu'un drone a ciblé des véhicules civils. 10 minutes plus tard, dans la ville voisine de Kostiantynivka, une frappe aérienne utilisant des bombes guidées a causé la mort de 3 personnes supplémentaires, portant à 8 le nombre de victimes pour la seule journée du 9 juillet. Ces attaques soulignent la volonté de Moscou de maintenir une pression constante sur les zones urbaines de l'Est, souvent proches des lignes de front. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé une intensification délibérée des crimes de guerre russes et a renouvelé ses appels à l'Occident pour renforcer les livraisons de systèmes antimissiles et durcir les sanctions économiques. En Pologne, voisine de l'Ukraine, des avions de chasse ont été brièvement mobilisés par précaution. Aux États-Unis, le président Donald Trump a qualifié l'attaque de signe d'escalade grave et a annoncé un renforcement de l'assistance militaire américaine. L'attaque du 9 juillet marque un tournant dans l'intensité du conflit en Ukraine. Si les capacités défensives ukrainiennes ont montré leur efficacité, les pertes humaines civiles rappellent la brutalité persistante de cette guerre. Les demandes d'aide militaire se font plus pressantes alors que le pays s'attend à d'autres vagues de frappes dans les jours à venir. La CEDH condamne la Russie pour de graves violations des droits humains en Ukraine. La Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, a rendu ce mercredi 9 juillet un jugement très attendu, dans lequel elle reconnaît la responsabilité de la Fédération de Russie dans de multiples violations des droits humains commises en Ukraine depuis 2014. Ce jugement couvre les opérations militaires russes dans la région du Donbass à partir de 2014, l'invasion à grande échelle lancée en février 2022, ainsi que la destruction du vol MH17 abattu en juillet 2014. Dans un arrêt lu pendant plus de 40 minutes par le président de la Cour, le juge français Mathias Guillaumard, la Russie est reconnue coupable de meurtre de civils et de soldats ukrainiens hors de combat, torture et traitements inhumains, notamment en détention, déplacement forcé de civils sans justification légale, destruction massive, pillage et expropriation de biens civils, persécution de minorités, notamment les Tartares de Crimée, et restriction des libertés fondamentales, notamment l'interdiction de la langue ukrainienne dans certaines régions occupées.
La CEDH juge également recevable la plainte déposée par les Pays-Bas et l'Ukraine au sujet du vol MH17 de Malaysia Airlines abattu le 17 juillet 2014 par un missile sol-air de fabrication russe. La Cour considère que cet acte s'est produit dans une zone sous contrôle effectif de la Russie, engageant ainsi sa pleine responsabilité. Même si la Russie a été exclue du Conseil de l'Europe en 2022, elle reste juridiquement responsable des faits commis jusqu'à cette date. Ce jugement ouvre la voie à des demandes de réparation, bien que leur mise en œuvre reste incertaine en raison du retrait de la Russie des mécanismes de la CEDH. Le gouvernement ukrainien a salué une avancée majeure vers la reconnaissance des crimes russes, tandis que les familles des victimes du vol MH17 considèrent ce jugement comme un moment crucial dans leur quête de justice. Des organisations de défense des droits humains comme Amnesty International estiment que ce verdict confirme des violations graves et systématiques. Ce jugement pourrait également renforcer les efforts diplomatiques et juridiques en faveur de la création d'un tribunal international spécial chargé de juger les crimes d'agression commis contre l'Ukraine. La décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme constitue un tournant dans l'établissement de la responsabilité juridique de la Russie pour les crimes commis en Ukraine depuis 2014. Elle s'inscrit dans une dynamique internationale visant à documenter, juger et condamner les violations des droits humains dans le contexte du conflit en cours. Donald Trump reçoit 5 chefs d'État africains à Washington pour un sommet stratégique. Le président américain Donald Trump accueille cette semaine à Washington 5 chefs d'État africains dans le cadre d'un sommet bilatéral centré sur les enjeux économiques et sécuritaires. Les dirigeants du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie et du Sénégal sont conviés à cette rencontre qui se déroule du 9 au 11 juillet 2025. Selon la Maison-Blanche, le sommet comprendra un dialogue de haut niveau, un déjeuner de travail ainsi que des entretiens bilatéraux. Ce sommet vise à renforcer la coopération économique entre les États-Unis et ces 5 pays africains en mettant l'accent sur les investissements dans les infrastructures, l'accès aux ressources stratégiques, notamment les minerais critiques, la sécurité régionale, en particulier la lutte contre les trafics et l'insécurité maritime et les questions liées à la migration transfrontalière. L'administration Trump entend privilégier une approche basée sur les échanges commerciaux plutôt que sur l'aide humanitaire traditionnelle. Les ambassadeurs américains en Afrique seront désormais évalués selon leur capacité à négocier des accords économiques. La sélection des pays participants n'est pas anodine. Ces 5 États, bien que de taille moyenne sur la scène africaine, disposent de ressources naturelles stratégiques et présentent des potentiels de développement attractifs pour les entreprises américaines. Cette initiative s'inscrit dans une volonté affichée de contrebalancer l'influence croissante de la Chine sur le continent africain, et en particulier dans le secteur minier et les grands projets d'infrastructure. Ce sommet constitue l'un des premiers gestes diplomatiques d'ampleur de Donald Trump envers l'Afrique depuis son retour à la présidence. Il marque une volonté de bâtir une relation pragmatique fondée sur les intérêts mutuels avec pour priorité les résultats concrets, notamment en matière économique. Ce sommet pourrait poser les bases d'une nouvelle phase dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique avec une approche centrée sur les investissements stratégiques dans un contexte mondial marqué par la compétition pour les ressources et les partenaires d'influence. La Bulgarie devient le 21e pays de la zone euro à partir du 1er janvier 2026. Ce 8 juillet 2025, l'UE a franchi les dernières étapes pour permettre à la Bulgarie de rejoindre la zone euro. Le Conseil ECOFIN a adopté les 3 actes législatifs finaux dont le taux de conversion fixe 1 euro à 1,95583 lèvres. Le Parlement européen avait déjà approuvé son rapport de convergence avec une large majorité, 631 voix pour 69 contre,
79 abstentions. La Commission et la BCE avaient validé en juin la conformité de la Bulgarie aux critères de convergence, stabilité des prix, finances publiques saines, dette maîtrisée, taux d'intérêt bas et taux de change stable grâce à un ancrage automatique au taux 1,95583 en vigueur depuis 1999. Selon le Premier ministre Rosen Zeliavkov, le passage à l'euro devrait stimuler la croissance, renforcer le pouvoir d'achat, attirer les investissements et augmenter la transparence monétaire, tout en protégeant les citoyens contre les hausses de prix via des dispositions de surveillance du change. L'UE, la Commission, la BCE et Valdis Dombrovskis ont salué cette adhésion comme un vecteur de stabilité macroéconomique, de confiance pour les entreprises et de facilitation du commerce intra-européen. Elle marque la première extension de la zone euro depuis l'adhésion de la Croatie en 2023, portant à 21 le nombre d'États membres et ne laissant plus que 6 pays hors de la monnaie unique: Suède, Pologne, Tchéquie, Hongrie, Roumanie et Danemark. Les protestations anti-euro menées notamment par les partis nationalistes et pro-russes, soutenus par une partie de l'opinion publique, ont exprimé des craintes liées à une possible hausse des prix et à la perte de la souveraineté monétaire. En mai 2025, le président Rumen Radev avait soutenu l'idée d'un référendum finalement jugé inconstitutionnel et rejeté par le Parlement. Néanmoins, les eurodéputés, dont certains Bulgares, ont salué l'adoption comme une étape décisive vers une intégration européenne plus forte. L'adhésion de la Bulgarie à l'eurozone est à la fois une réussite technique et politique, fruit de plusieurs années d'efforts économiques et institutionnels. Malgré les réticences internes, elle renforce son positionnement stratégique en Europe, favorise son attractivité économique et réduit les risques liés aux fluctuations monétaires. Le parquet européen enquête sur le Rassemblement national et ses alliés à Bruxelles. Le 8 juillet 2025, le parquet européen a officialisé l'ouverture d'une enquête visant le Rassemblement national, RN, et plusieurs de ses alliés. Anciens membres du groupe Identité et démocratie au Parlement européen, irrégularité financière présumée. Selon un rapport de la Direction des affaires financières du Parlement, ces formations auraient indûment dépensé plus de 4,3 millions d'euros entre 2019 et 2024. Les fonds auraient bénéficié majoritairement à 2 sociétés liées à des proches de Marine Le Pen. Environ 1,7 million d'euros via un appel d'offres jugé purement formel par les inspecteurs et près de 1,4 million d'euros pour des prestations d'impression facturées à moindre coût avec une marge nette estimée à 260 000 euros. Les enquêteurs évoquent des irrégularités de conformité dans les procédures de marché public. Jordan Bardella, président du RN, a dénoncé un nouveau harcèlement de la part du Parlement européen, affirmant que cette démarche s'inscrit dans un contexte politique. Cette enquête s'inscrit dans la continuité de l'affaire des assistants parlementaires européens pour laquelle le RN et plusieurs de ses dirigeants, dont Marine Le Pen, ont été condamnés en mars 2025 pour emploi fictif. Elle s'ajoute aux précédentes alertes sur des irrégularités contestées dès 2021-2024, notamment via des rejets de remboursement pour non-respect d'appels d'offres et des soupçons de surfacturation. Elle concerne l'ensemble du groupe RNID, non seulement pour des remboursements irréguliers, mais aussi pour le partage financier au profit d'entités proches. Après cette ouverture d'enquête, les autorités pourraient émettre des mandats de perquisition, interroger des responsables et exiger des audits financiers. Si des poursuites sont engagées, elles risquent d'accentuer la pression judiciaire sur le RN, déjà fragilisé par ses condamnations antérieures. Cette enquête marque un nouveau développement de la surveillance financière des partis européens et pourrait conduire à des répercussions importantes pour le RN et ses alliés, à la fois juridiquement et politiquement. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour d'autres éditions à venir. Très bonne soirée à toutes et à tous.